Rebonsoir. Alors, merci d'être resté tardivement pour discuter un petit peu. Je suis toujours très ému de revoir mon ami Pierre Kouman à la fin du film. J'ai gardé cette petite phrase qui a l'air anodine, mais qui veut dire beaucoup. Dans cette lutte où il y a beaucoup de gens qui deviennent des porte-paroles, c'est important de se rassembler, de se rappeler qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne. Et en effet, si on veut réussir cette lutte, il faut absolument qu'on soit non seulement unis, mais qu'on ne croit pas qu'on est supérieur aux autres, etc. C'est un message aussi un peu subliminal qui vient d'une expérience que j'ai aussi de cette lutte à force de rencontrer des personnalités très engagées, mondialement connues ou pas mondialement connues. Et c'est pour ça que la fin du film est importante, parce que quand le chef Raoni, qui a une notoriété mondiale, s'assoit avec d'autres représentants indigènes venus un peu partout à travers la planète, c'est aussi pour dire voilà, même moi, tout seul avec ma notoriété, je n'y arrive pas depuis 30 ans. Je sens mes forces m'abandonner, donc il est temps qu'on essaye de faire quelque chose collectivement ensemble pour pouvoir faire ce que les chefs d'État n'ont pas fait en 30 ans, pendant que mes forces s'épuisaient. Donc la fin du film s'ouvre sur cet espoir-là, parce que le mouvement aujourd'hui existe. Cette alliance des gardiens de Mère Nature, elle est devenue une réalité. 5 ans plus tard, elle existe. Vous n'en entendez pas parler encore, parce que c'est beaucoup de travail dans l'ombre, c'est beaucoup de temps aussi pour solidifier un mouvement, c'est beaucoup de temps pour structurer un mouvement. Mais sachez qu'après après ce film, nous nous sommes retrouvés à Brasilia avec 200 représentants indigènes du monde entier, venus de tous les continents. Il y avait même un Touareg du Sahara, du Niger, il y avait des gens du Pacifique, il y avait des gens d'Indonésie, de la forêt de Bornéo. Donc on s'est retrouvés pendant une semaine à Brasilia et on a travaillé d'arrache-pied pour faire une feuille de route qui s'appelle la Déclaration des enfants et gardiens de la Terre-Mère. Et aujourd'hui, cette déclaration, une des missions que nous nous sommes données avec ce film, c'est de la faire connaître modestement dans ces réunions-là, et puis aussi par différents moyens sur Internet, mais aussi avec le contact comme ça dans la salle, pour faire connaître ce travail important. Ce travail important pour vous aussi, pour nous tous. Parce que comme vous l'avez vu dans le film, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'on est tous reliés en fait. Et si j'ai réussi à vous faire passer le message que eux, c'est nous, alors vous aurez passé une soirée qui valait la peine d'être partagée avec moi, par exemple, et avec tous ceux qui sont ici. Parce que c'est ça le message, c'est que eux, c'est nous. Ce qu'ils affrontent aujourd'hui, on va probablement l'affronter demain si on n'arrive pas à s'unir avec eux et puis à travailler ensemble main dans la main. Est-ce que le principe, ce que j'aimerais bien, c'est que on dialogue un petit peu ensemble. Moi, je suis aussi intimidé que vous pouvez l'être, donc n'hésitez pas à prendre le micro et à me faire part de vos réactions, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un micro là derrière, donc Pascal, qui gère cette salle et qui m'accueille, est ici pour vous le donner. Voilà. Merci pour vraiment, c'est bouleversant, c'est révoltant, c'est touchant, c'est émouvant, enfin, tous ces superlatifs que mérite votre film. Vraiment, merci beaucoup. Et il me vient un peu en écho à l'émission qui a été aujourd'hui je crois, sur France Inter. Je crois que le titre, l'émission parlait d'un livre qui s'appelle L'improbable capitalisme vert, je crois. Et je vous invite d'écouter déjà au moins l'émission et puis de lire peut-être le livre, où j'ai appris que je soutiens, par exemple, ou je soutenais une ONG qui me semblait fort estimable, c'est WWF. Et j'ai appris les méfaits non seulement de cette ONG, mais aussi de bien d'autres ONG qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on a pu voir ce soir. Et puis, je dis aussi que je suis révoltée parce que voilà, le prix Nobel de la paix va à une succursale des Nations Unies, et non pas à lui ou à
à la suédoise ou à Greta notre Thunberg. voilà, Greta ou à notre journal Terre à Terre, Mhm. non, Reporter, pardon, Reporter. Vraiment merci beaucoup et c'est juste dommage que la salle ne soit pas pleine. Oui, mais vous allez faire du bouche à oreille. Donc la prochaine fois que je reviendrai, elle sera pleine. Euh, le film sort le 6 janvier. Donc voilà, moi je suis très heureux que vous soyez là quand même et merci de cet échange. Je suis très intéressé par le livre dont vous parlez parce qu'en effet, les entourloupes du capitalisme vert nous font perdre encore beaucoup de temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de se laisser berner. On ne peut plus accepter de se laisser berner. Mais j'irai voir vous dites que c'est passé sur France Inter, c'est ça aujourd'hui? Ouais. D'accord. Merci. L'auteur s'appelle Daniel Tanuro. Le titre du livre, c'est L'impossible capitalisme vert. Oui, c'est passé à quelle heure? On demande ce qu'on peut en voir en replay. Je crois que c'était à 14 heures ou cette émission sur la D'accord. Terre. J'irai voir ça. Ouais. Intéressant. Non, non, alors, justement, l'alliance, elle a été faite aussi parce que les chefs d'État s'évertuent à continuer à promouvoir ce qu'ils appellent, eux, des fausses solutions. Et j'aime beaucoup, que, par exemple, la vision qu'ils ont des crédits carbone. Alors, moi, un chef indien d'Amérique du Nord qu'on voit à la fin, il s'appelle Tom Goltooth, dont j'ai la chance d'être un ami. C'est toujours très impressionnant d'être ami avec des personnalités comme ça. Il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, ça, c'est la forme ultime de colonialisme parce que dans leur idée, les crédits carbone, c'est la manière qu'ils ont trouvé de coloniser l'air qu'on respire. C'est-à-dire de transformer les arbres en puits de carbone, en machine à sous aussi quelque part, mais c'est une manière de pouvoir contrôler, soi-disant contrôler le changement climatique, mais dans la réalité, contrôler le business du changement climatique. Et eux, ils le disent carrément, ils disent qu'ils sont en train de coloniser l'air qu'on respire. Et je dis, mais c'est vrai ce que tu dis en fait. C'est cette vision-là. Et ce que j'ai pu constater avec ces fameux crédits carbone, dont je ne parle pas beaucoup dans le film quand même, j'en parle un petit peu, j'ai pu voir la division qui causait dans la cause indigène à travers le monde. Et ça m'a beaucoup choqué en fait. Je me suis rendu compte que beaucoup d'ONG, alors WWF est un des promoteurs aussi de crédits carbone, mais pas les seuls, donc avait approché des petites organisations indigènes et les finançait et donnait beaucoup d'argent, et qu'ils avaient créé de la division, ils avaient créé une césure, une cassure en fait. Et malheureusement, quand on essaie de dialoguer sur cette question-là, même au sein des peuples indigènes, on est très très mal reçu. On voit qu'il y a une fracture. Et il y a une des choses que j'ai appris avec le chef Raoni, qui m'a beaucoup marqué, c'est que tout ce qui amène de la division est mauvais en fait. À partir de ce moment-là, c'est déjà pas une bonne chose. Et je trouve que moi, ce que j'ai pu voir avec ces crédits carbone, c'est que ça a amené de la division. Par exemple, les crédits carbone, mais évidemment, il y a d'autres choses. Mais les crédits carbone sont tellement présentés comme une vraie solution, alors qu'ils sont une fausse solution. En plus, ils dénaturent la vision indigène parce qu'ils transforment cette vision justement que la nature ne peut pas être une marchandise. C'est notre bien commun, c'est notre mère à tous. Et d'un seul coup, on devrait en effet la transformer en marchandise. Et ça, c'est inacceptable. Et puis, ça ne va pas de pair avec la vision autochtone. Et nous, en fait, je dirais que le pas qu'on a à faire, c'est justement de se détacher de cette vision. Donc si on pervertit les indigènes, on est vraiment foutu. Parce que la réalité, c'est qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette vision et qu'on arrive à apprécier la nature pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un ensemble de vie, mais libre, en fait. Et nous, c'est vrai que les financiers, surtout, veulent absolument tout répertorier, cloisonner, mais ils veulent gagner de l'argent avec tout. Avec l'eau qui aurait cru, il y a encore 50 ans, que certaines multinationales pourraient s'approprier les nappes phréatiques. Ça paraissait absurde, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc voilà, une réaction un peu longue à votre propre réaction, mais merci de votre partage. Est-ce que d'autres veulent réagir ?
Si vous pouvez me dire vos prénoms, ça me ferait plaisir. Moi je m'appelle Gert, juste. Alors écoutez, moi je m'appelle Janie. Bon, votre film est fabuleux. Merci. Mais pour moi, il en ressort quelque chose de très angoissant. Parce que je suis là et je me dis, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, à notre petite échelle? Alors moi, je fais attention à ce que j'achète. Mais c'est tellement petit. Et pour moi, à la fin de ce film, c'est quelque chose de pesant. Et je me dis, quel va être l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants? Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? Et moi, je n'ai pas de réponse. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment c'est très difficile. Lever toutes vos angoisses, mais je peux vous dire plusieurs choses. Déjà, voyez ce qu'un peuple comme les Kayapo, qui sont moins de 10 000, a réussi à faire. Ils ont réussi à lancer un message d'alerte dans le monde entier par la voix de leur chef. Et ce chef, concrètement, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Quand il y a 30 ans, il est venu en France, grâce au chanteur Sting, il a suffisamment touché les gens pour que les gens comprennent qu'en effet, l'aider à protéger sa terre est important. Donc quand il est revenu au Brésil, le combat juridique a duré encore 2-3 ans, mais il a réussi concrètement, et je le montre dans le film avec cette carte-là, à faire protéger une zone de forêt qui fait 1/3 de la France. Et ça, c'est un peuple de 10 000 âmes qui a réussi à faire ça grâce à l'aide d'un chanteur. Nous, on est le peuple, on est beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus que les indigènes. Si on se relie, qu'on comprend les enjeux et qu'on arrive à se relier entre nous et vraiment à s'associer avec ces personnes-là, on a la capacité de faire, et j'en suis persuadé, des choses très importantes. Je ne dis pas que ce qu'il y a en face n'est pas immense et que ce n'est pas le pot de fer contre le pot de terre. Oui, c'est une réalité. Mais en même temps, ces grosses machines, jusqu'à présent, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que nous sommes les consommateurs. Et les consommateurs font tourner le business. Donc si à un moment, nous, on décide, et on en a les moyens encore, n'attendons pas trop longtemps, on a encore le moyen de dire stop à certaines choses. Pas à tout, mais à certaines choses, oui. Par exemple, concernant les fournisseurs d'électricité qui font des dégâts en Amazonie, on a le droit de dire je ne veux plus être chez EDF parce que je peux choisir un autre fournisseur d'accès. Je ne suis pas content avec EDF, par exemple. Je refuse qu'ils commettent des crimes en notre nom parce qu'en plus, c'est l'argent de nos impôts quand même, EDF. C'est 84% de part de l'État, donc c'est directement nous. Et le président Macron laisse faire les crimes en Amazonie, etc. D'ailleurs, nous, on va en parler prochainement dans une nouvelle campagne. On va parler d'un autre barrage, pas celui que vous avez vu, mais un barrage qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le barrage de Sinop, et qui a été construit pratiquement à 100% par EDF, et avec des dégâts considérables. Et nous avons été contactés par des Brésiliens, les victimes, qui nous ont demandé... Le barrage, excusez-moi, je relis la question. Le nom? Non, dans quel pays a-t-il été? Le Brésil, Ah, toujours au Brésil. Et c'est pas très loin justement de la terre du chef Raoni. Donc c'est un barrage qui est en activité depuis 1 an et demi ou 2. Et les dégâts sont épouvantables. Et pourtant, ils pouvaient faire autrement. Par exemple, les barrages tropicaux, on sait qu'ils deviennent extrêmement polluants quand on noie le réservoir, quand on ouvre le réservoir et qu'on noie la forêt, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever tous les arbres, ce qui coûte certainement une certaine somme pour les entreprises, on choisit pour faire des économies d'ouvrir le réservoir sur des arbres qui vont pourrir à l'intérieur de ce lac de rétention. Et le pourrissement va produire énormément de méthane et de protoxyde d'azote, et ce sont des gaz qui sont extrêmement nocifs pour le climat. Et donc ce qui fait qu'après vous avez des barrages qui deviennent absurdes et qui produisent pas tant que ça, parce qu'il y a aussi les phénomènes de crues qui sont très importants avec ces fleuves amazoniens, mais aussi qui polluent beaucoup. Et ça, c'est quand même un comble. Ils polluent parce qu'ils provoquent énormément de déforestation, parce que par la déforestation qu'ils provoquent, ils participent aussi au réchauffement climatique, et ils produisent beaucoup de méthane. Et ça, c'est peu connu.
Et vous avez certains barrages qui sont plus polluants que des centrales à charbon. Et donc ça, c'est fou parce que finalement, ils vous parlent d'énergie durable. Il n'y a rien de durable dans les barrages. Un barrage comme celui-ci, ça dure en moyenne une cinquantaine d'années, pas plus en pays tropical. Et le barrage de Belo Monte, c'est expliqué dans le film à plusieurs moments, où il y a justement l'évêque d'Altamira qui explique, mais en fait, pendant la saison sèche, il ne marche pas. Et donc après, ils vont prendre le prétexte pour en créer d'autres et d'autres, etc. Donc on va bousiller complètement les bassins amazoniens, on a commencé à le faire. Donc la lutte continue. EDF, on a réussi avec plusieurs organisations à les faire renoncer à construire un complexe de 7 barrages sur un autre affluent de l'Amazone qui s'appelle le Tapajos. Mais ils ont quand même construit ce barrage de Sinop. Et donc voilà, ils le savent. Nous les avons rencontrés plusieurs fois. Non pas avec le chef Raoni, mais avec des parlementaires. Et ils nous ont dit les yeux dans les yeux, mais oui, on sait tout ça. Mais si ce n'est pas nous qui le construisons, ça sera les Chinois. Donc, business is business. Donc, c'est clair pour eux. Ils n'ont aucune morale et puis aucun problème avec ça. Et puis ils nous disent, oui, c'est peut-être... c'est vous qui dites que c'est illégal, mais les pays dans lesquels on le fait nous laissent faire. Et vous avez vu le problème, c'est que juridiquement, en effet, ces barrages sont complètement illégaux, mais les présidents, et là c'était pas Bolsonaro, c'était Madame Dilma Rousseff, faisaient utiliser des mécanismes juridiques qui dataient de la dictature militaire, qui soufflaient sur les décisions de justice comme une bougie. Donc ça n'existe plus. Et donc c'est à partir de là que la démocratie a commencé à mourir. C'est aussi pour ça que ce film, il est intéressant de le voir aujourd'hui pour voir. On a fait par le passé beaucoup de documentaires. Pourquoi Hitler? Comment Hitler? Et aujourd'hui, on compare beaucoup Bolsonaro à Hitler. Et ben, ce film, c'est un peu, voilà, pourquoi Bolsonaro et comment Bolsonaro? Parce que de compromission en compromission, mais de tous les côtés, hein, ça, je n'accable pas forcément le Brésil. C'est aussi, par exemple, voilà, la France sait depuis longtemps, elle est alertée par le cacique Raoni sur ces histoires de barrages, mais il n'y a rien qui change. Donc nous, en tant que consommateurs, encore une fois, si massivement on se débranche en fait de cette chaîne de destruction et de mort, eh ben, on a la possibilité, par la consommation aussi. Alors la consommation, c'est pas très simple, mais moi, par exemple, je fais l'effort systématiquement dans les produits de traquer l'huile de palme. Par exemple, l'huile de palme, je traque partout, mais l'huile de palme, renseignez-vous bien, ils lui ont donné plein de dénominations différentes pour vous tromper. Donc ils l'appellent huile végétale, huile ceci, huile cela. Donc ça demande un peu de gymnastique, mais après quand vous vous habituez, puis après vous repérez quand même ceux qui n'utilisent pas l'huile de palme, etc. Bon, pour la viande, c'est plus compliqué. Pour la viande, maintenant vous savez que les tourteaux de soja alimentent le bétail français. Ça existe des chaînes vertueuses, mais du coup il faut vraiment se renseigner, c'est plus compliqué. Moi j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, c'est plus simple. Après, c'est pas à moi de donner des instructions aux autres, mais on peut quand même choisir des circuits vertueux. Pour la viande, c'est plus compliqué. Mais ainsi de suite. Vous avez un logiciel sur Internet, vous tapez mesurer l'empreinte forêt. Et c'est très bien fait. C'est fait par une association qui s'appelle Envolver. Et c'est un quiz. Donc vous répondez à plein de questions. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Et à la fin, il vous montre votre empreinte forêt au quotidien. Et là, vous allez voir, c'est surprenant. Vous dites, ah bon? Les chaussures, par exemple, le cuir de vos chaussures, ça vient souvent, la plupart du temps, du bétail amazonien, etc., etc., etc. Les parquets des piscines, etc. Bon, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des parquets de piscine ici en bois tropical, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Bon, moi, je voudrais dire, un petit peu en réponse à madame, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réfléchir à sa consommation. Déjà, chez nous, il y a des producteurs de viande, des producteurs de légumes qui cultivent sainement, sans pesticides,
Et on peut déjà faire attention à ça oui. Et encourager les producteurs locaux. Bon, ça c'est une chose. Je voulais dire aussi que on nous montre tous nos politiques qui font de beaux discours. À la COP 21 par exemple, des beaux discours qu'ils oublient le lendemain parce qu'en fait ils seront soumis à la pression des multinationales et puis ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc je ne sais pas si on peut faire quelque chose au niveau du choix de nos dirigeants. Bon, j'en doute un peu. Vous savez ce qu'a dit Ban Ki-moon juste avant de partir? On l'a rencontré avec Raoni et il nous a dit c'est très important ce que vous faites parce que c'est la seule manière qu'il y a que ça bouge, c'est que vous, la société civile, vous mettiez une pression de folie sur les dirigeants. Lui-même nous dit ça. Il a dit c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il a dit faites-le, continuez, faites ça. On lui a remis d'ailleurs. Donc c'est l'Alliance des gardiens de Mère Nature. On lui a remis le premier document. Et donc une des choses que je voudrais vous demander, c'est de vous intéresser à cette alliance. Sur Internet, vous avez le site planetamazon.org. Vous pouvez retrouver le document de l'Alliance. Et nous, on cherche à faire connaître cette déclaration. On va mettre au point un protocole très simple pour que chaque citoyen puisse interpeller ses dirigeants ou les responsables de toutes sortes. Mais ce n'est pas forcément les dirigeants politiques. Hein. Ça peut être un proviseur d'école, ça peut être, vous voyez, en disant j'aimerais vous responsabiliser sur le choix de consommation et vous faire connaître la déclaration de l'Alliance des gardiens de Mère Nature qui parle justement qui est une feuille de route sur un changement de modèle. Et donc ça, c'est important que vous-même, maintenant que nous, on a fait le travail de rassembler ces chefs et tout, ça a été beaucoup de boulot. C'est sûr que ce n'est pas TF1 qui va faire la promotion de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, mais c'est les citoyens, donc c'est pour ça qu'on vient aussi au contact. Là, aujourd'hui, je suis avec vous. J'ai fait quelques projections avec une chef indienne l'année dernière. C'était des avant-premières. Mais je l'ai fait, le film n'était pas encore ressorti, mais j'avais envie d'offrir cette possibilité et c'était extraordinaire. Donc, à la fois, ce document, c'est déjà leur message et c'est déjà une invitation à travailler avec eux. Parce que ce qu'il y a de fort dans cette alliance, je trouve, et c'est magnifique de leur part, c'est de nous donner la possibilité de travailler avec eux, avec tout le mal qu'on leur a fait. Et c'est ça qui est fort, en fait, avec eux, c'est que malgré tout ce qu'ils ont subi, malgré tout le mal qu'on leur fait, malgré qu'ils continuent à se faire assassiner, ils viennent toujours avec ce dialogue et cette forme pacifique. Même s'ils montrent leur colère, ils ne vont jamais jusqu'à la violence et la brutalité. Et j'ai vu plusieurs fois les chefs, plusieurs que vous voyez dans le film, Raoni, Pierre Akuman ou autres, calmer les plus jeunes qui voulaient en découdre en disant non, tu ne peux pas faire ça. Tu nous laisses nous mettre devant, parce qu'eux, ils ne vont pas oser nous taper. Ils vont rester derrière vous. Et je les ai vus déjà se prendre des gaz lacrymaux et tout. On voit un petit peu d'ailleurs une scène comme ça où même le chef Raoni est gazé. Et je les ai accompagnés. Des fois, c'est vraiment violent. On a peur quand même. Il y a quelques scènes dans le film où vous le sentez, c'est tendu quand même. La scène où, à un moment, ils nous tirent dessus et on voit les hélicoptères militaires voler au-dessus de nos têtes. On n'emmène pas large quand on est dans cette ambiance. Mais eux, ils arrivent malgré tout à rester toujours pacifiques. Et ils ont cette résilience extraordinaire. Ça fait 500 ans qu'ils se font massacrer. Ils ont dû s'adapter. C'est ça la réalité en fait. Ceux qui sont parvenus jusqu'à nous en ayant maintenu leur culture, pour la plupart, ils se sont adaptés. Par exemple, les Kayapos, ils ont reculé 2 fois de leur territoire d'origine. Ils n'étaient pas du tout dans la zone où ils habitent actuellement. Mais ils se sont adaptés. Cette forêt là qu'ils occupent, ce n'était pas leur terre d'origine. Donc ils ont cette résilience très puissante. Ils savent survivre à des chocs très violents. Donc ce sont nos meilleurs gardiens pour ça, parce que ce sont nos guides par rapport à l'époque qui nous attend. Là, on rentre dans la décennie 2020. On sait très bien qu'on arrivera à 2030 dans un état encore beaucoup plus grave que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut se préparer. C'est maintenant que ça se joue. Et c'est maintenant que... J'ai parlé à des enfants ce matin. Les enfants sont ultra réceptifs. C'est étonnant d'ailleurs, mais même les tout petits ont déjà cette
conscience extraordinaire. C'était des CP jusqu'au CM1, CM2. Et c'était magnifique. Eux, ils sont connectés. Donc, on peut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose. Oui, moi, je vais... Pardon ? Excusez-moi, je vous le passe après. Oui, j'enlève le masque parce qu'on ne m'entend pas. Écoutez, je vais poser une question qui va peut-être vous paraître idiote. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Alors, Gilles, mon prénom. Est-ce que vous pensez que le système libéral dominant est compatible avec les déclarations du groupement de Mère Nature et puis et tout ce qu'il faut faire par rapport aux problèmes environnementaux? Parce qu'on a parlé de ce qu'on peut faire en tant que consommateur, mais il y a aussi ce qu'on peut faire en tant qu'électeur, qui est une autre façon d'agir. Je pense que le modèle libéral dominant actuel n'est pas compatible avec la vie, tout simplement, puisqu'il détruit la vie. Et on est en train de fabriquer, pour moi, une société folle. Et d'ailleurs, vous vous rappelez le scientifique très connu Stephen Hawking, paralysé sur sa chaise pendant plusieurs décennies. Il nous a alertés avant de disparaître. Et il nous a dit qu'il pensait que le plus grand danger pour l'humanité, c'était l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ces dirigeants devenus fous sont en train d'imaginer un monde où nous ne serions plus utiles à leur fin. C'est-à-dire que concrètement, pour continuer à vivre avec leur opulence, ils n'auraient même plus besoin de nous. Donc, quelque part, ils assimileraient l'idée que d'ici à la fin de ce siècle-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils accélèrent sans doute pour développer cette intelligence artificielle, il y aurait plus des 3/4 de l'humanité qui serait destinée à mourir. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le rapport du GIEC qui est commandé par les États, qui est commandé par l'ONU, qui le dit. Il dit, ce rapport, que selon le modèle actuel, on pourra nourrir, avec l'épuisement des ressources à la fin du siècle, 1 milliard d'individus maximum. Donc qu'est-ce qu'on fait des 6 milliards d'autres? Ça veut dire qu'ils vont mourir d'une façon ou d'une autre. Et c'est-à-dire qu'on se prépare à cette idée. Vous voyez le cynisme. Ce que je vous dis, ce n'est pas non plus de la science-fiction, c'est qu'il y a vraiment des gens qui... on commence d'ailleurs à trouver ça dangereux, nous-mêmes, quand on voit jusqu'où va déjà l'intelligence artificielle. Eh bien, je veux dire, on a encore le moyen de se réveiller, il faut faire vite. Il faut faire vite, il faut faire ça maintenant. C'est une époque très angoissante, extrêmement stressante. Moi qui me suis engagé à l'âge de 20 ans, j'imaginais qu'elle pouvait exister. Maintenant, elle est là. Et on a cette responsabilité. Jusqu'à présent, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait. Et on sait aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter des solutions et qui veulent se faire entendre et qu'on peut les aider à se faire entendre. Moi, depuis 8 ans même plus que 8 ans, depuis 10 ans que je fais des tournées avec les chefs indigènes, et en particulier avec le chef Raoni, que je les organise vraiment à travers Planète Amazon, on a uniquement été financé par la solidarité citoyenne. Nous n'avons jamais reçu de subventions, ni de l'État, ni de multinationales, ni de rien. Je sais qu'on parlait de WWF. Les grandes ONG reçoivent des subsides de très grands groupes. Donc ils ont justement, forcément, ils doivent suivre des agendas. Nous, notre seul agenda, c'est d'être en connexion justement directement avec les défenseurs du monde vivant, donc les gardiens, en toute lucidité. C'est pas de se dire qu'on est pareil, mais je pense qu'on peut se compléter. De toute façon, l'un sans l'autre, on ne pourra pas s'en sortir. C'est ce qu'on pense. Et eux, ce qu'ils me disent souvent, et je crois beaucoup en ça, et ils disent, si nous, on disparaît complètement, vous allez disparaître. Ça, c'est sûr. Nous sommes les éclaireurs, nous sommes les gardiens, et après, ça ne veut pas dire que, évidemment, la Terre va disparaître. Le monde vivant se régénérera, certainement, mais nous, l'aventure de l'humanité sera terminée. Et on peut l'éviter encore. Monsieur Pacalet, vous donner... oui. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je crois que il habite en Haute-Savoie, il s'appelle Pierre Pacalet, et il a dit « Et l'humanité disparaîtra ». Oui, bon débarras. Bon débarras. Mais il y a une grosse pression humaine sur la planète.
Et alors, chaque fois qu'on veut parler, par exemple, d'avoir moins d'enfants, eh ben c'est pas possible parce que je sais pas, peut-être parce qu'après ils peuvent vendre plus de choses à tous ces enfants quand ils auront grandi, je sais pas. Il y a beaucoup de problèmes simultanément. Il y a la démographie, il y en a plein d'autres. Voilà, oui. Vous avez cité cette phrase. J'ai envie de citer le titre d'un album de Juliette Gréco, puisqu'elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle disait, ce titre, c'était « Aimez-vous les uns les autres ou disparaissez ». Voilà. Ah oui, on l'a entendu. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ça le défi. C'est-à-dire qu'on est... Je pense qu'on a vraiment de la chance, en fait, pour vous dire, dans notre malheur, que ces gens existent encore et qu'ils soient en volonté d'offrir Yves ce qu'ils ont à Paquelet. offrir. Comment ? Il s'appelait Yves Paquelet. Oui, je sais. Je connais. Et alors, moi qui donne de l'argent justement au WWF chaque année, je pourrais pas donner plutôt à Terra Libre. Planète Amazon. Alors, on s'appelle Planète Amazon. Comment ? Planète Amazon, oui. Et c'est tout. Et si moi je fais par courrier, alors comment on fait ? Vous pouvez. Planète Amazon. Venez me voir après, je vous donnerai l'adresse de l'association. Ah d'accord. Voilà. Planète Amazon, c'est une petite association. On est basé en région parisienne. On est tous bénévoles. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le film, on l'a fait aussi bénévolement. Donc on donne beaucoup de notre cœur et de notre énergie. On est vraiment des gens convaincus par ce combat. Et tout aide est bienvenue. Ce n'est pas seulement de l'argent. On a aussi un formulaire pour toutes les personnes qui veulent offrir leurs compétences. Et on a besoin de beaucoup de choses. Là, on a créé il n'y a pas longtemps un groupe de traducteurs. On a maintenant entre 25 et 30 personnes professionnels qui nous font des traductions dans toutes les langues. On a actuellement une équipe de 6 ou 7 personnes qui donnent des coups de téléphone toute la journée pour pouvoir nous trouver des salles de cinéma. Et ils le font gratuitement aussi. Donc c'est déjà en marche tout ça. Et si je viens ici aussi en Haute-Savoie, c'est aussi pour créer des petites antennes. Donc parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment important. Et nous, on a besoin de créer ce réseau-là pour ouvrir un dialogue et surtout pour le document dont je vous ai parlé. C'est vraiment important, ça. Ça, vraiment, on va travailler dessus longtemps parce que c'est un document très fort. Vous le lirez tranquillement quand vous serez chez vous et vous verrez le travail qui a été accompli. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas un énième texte, vous savez comment c'est. Hein. En général, vous donnez ça à un homme politique comme François Hollande, il le prend et puis juste après, c'est à la poubelle direct. Hein. Donc, faut pas rêver. Hein. Bon. Après, oui, alors moi, je voulais dire que je comprends ce que disait la dame lorsqu'elle trouvait qu'elle était angoissée. Vous êtes par où, pardon Ah oui, voilà. Oui, voilà, je suis là. Moi, je m'appelle Michel. Et bonsoir, Michel. Donc, je pense au contraire que votre film apporte beaucoup d'espoir. Parce que si on constate, par exemple, ce qui se passe en Haute-Savoie, on voit qu'il y a énormément de gens qui militent pour un autre monde, pour un monde moins impacté par l'argent, uniquement par l'argent. Parce que moi, je suis persuadé que c'est ça, la grande erreur de l'humanité, c'est d'avoir tout réduit à l'argent. Maintenant, la plupart des gens, j'étais professeur, et les élèves voulaient des marques, enfin, c'était tout est réduit par l'argent. Et je pense que si on arrive justement à faire une cohésion entre les gens qui ont une autre vision du monde, on peut en effet avancer. Et je trouve que c'est très important, votre idée de faire cette cohésion et d'ailleurs je crois que ça s'appelle Alliance, c'est ça, oui. Et de nous faire connaître, ça et de créer des antennes un peu partout. Alors, bravo, félicitations. Merci beaucoup, et je voulais vous demander je voulais vous poser une question. Comment avez-vous été amené à faire ces rencontres et ce travail sur ces problèmes? Écoutez, j'étais un petit garçon ordinaire, n'ayant pas forcément d'aspiration naturelle par exemple, à devenir ethnologue ou non. Ça s'est fait, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez magique, c'est que j'étais habité par la cause par cette rencontre avec le chef Raoni.
Quand j'ai rencontré cet homme à 18 ans, d'abord, j'ai rencontré un chanteur qui s'appelle Sting. Et j'avais 17 ans, donc quelques mois plus tôt. Et ce chanteur engagé, du haut de mes 17 ans, m'intéressait, semblait se préoccuper justement de son époque. Et quand il militait pour Amnesty International à l'époque et pour libérer des prisonniers politiques. Je trouvais ça très intéressant. Mais quand il s'est intéressé à la cause des peuples indigènes, ça a fait une immense résonance en moi parce que j'étais de toute façon fasciné par tout ce qui a trait à l'histoire de la Terre et du monde vivant et aux peuples qui avaient su garder un équilibre naturel. Mais ça, c'est simplement en tant qu'enfant. C'est pas explicable, ça n'a rien à voir avec des études. Donc quand j'ai appris que mon chanteur préféré s'associait avec ces indigènes, j'ai lu le reportage que le Sting avait publié dans l'Actuel. J'ai été complètement porté par ça en me disant mais c'est ma cause. Vous savez, on ne réfléchit pas beaucoup quand on a 17, 18 ans. Donc, et je me suis dit, je m'engage. Je n'ai pas du tout demandé son avis à Sting, bien entendu. Il aurait certainement souri. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis donné pour mission d'informer les jeunes de mon âge. Et j'ai commencé à faire des recherches sur ces Indiens Kayapo dont je n'avais jamais entendu parler. Et de bibliothèque en bibliothèque, fait des découvertes incroyables sur l'histoire de ces peuples indigènes. Non seulement ceux-ci, mais d'autres, mais surtout qui s'étaient fait massacrer et que certains survivaient encore, qu'ils étaient liés à la survie de la forêt aussi. Et c'était vraiment un combat, c'était mon combat, c'était évident. Et c'était à l'époque où Cousteau essayait de sauver l'Antarctique aussi. Donc ça a fait une immense résonance en moi et c'est comme ça que je me suis engagé. Je me suis engagé vraiment après quand j'ai rencontré ce chef. Et je me disais, il faut absolument que je trouve un moyen de communiquer avec ce chef qui m'impressionnait énormément. Avec son plateau, là, il était encore beaucoup plus impressionnant, très jeune, très impressionnant. Il avait un regard de jaguar, vraiment. Et j'ai réussi à trouver un moyen de lui parler, quelques minutes. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette cause. Il m'a appelé un peu. Le chef Raoni, j'ai beaucoup accompagné. Il sait appeler les gens à le soutenir. C'est pour ça que le chanteur Sting l'a suivi, c'est pour ça que je l'ai suivi, c'est pour ça que d'autres l'ont suivi. Il est un formidable ambassadeur pour cette cause. Donc cette façon-là, très humaine, voilà, j'ai pas voulu, moi, d'abord... je fais pas partie de ces aventuriers qui ont cherché l'aventure en Amazonie. C'est vraiment le combat lui-même qui m'a touché. Et j'ai été pendant de très longues années un relais silencieux, invisible, de la cause du chef Raoni. Et puis un jour, c'est vrai, je suis allé là-bas et il m'a demandé aussi d'aller sur le terrain, de l'aider sur le barrage à faire connaître ce problème. Et donc j'ai répondu à l'appel. Voilà. C'est une histoire ordinaire, mais en même temps extraordinaire parce que je suis un citoyen comme vous tous et j'ai compris en fait pourquoi depuis 30 ans j'étais intéressé par ça, parce que c'est le combat de notre temps en fait. Il y a beaucoup qui se joue actuellement. Et c'est vrai que ces simples idées de changer de vision, de retrouver notre part indigène, de retrouver notre connexion avec la nature, c'est simple, mais c'est la clé en fait. C'est juste une histoire de vision tout ça. C'est vrai que de penser à l'argent tout le temps, ça n'a pas de but. Enfin, s'il n'y a plus de monde vivant autour... Vous connaissez ce fameux proverbe indien là, qui est lu par Salgado, etc. Hein. C'est-à-dire que quand toutes les rivières auront disparu, quand tous les poissons auront été pêchés, alors on comprendra que l'argent ne se mange pas. C'est exactement ça. Donc, Planète Amazon, voilà, vous attend, et parlez-en, et surtout quand je reviendrai, ou peut-être que je ne serai pas là, mais quand le film ressortira ici, n'hésitez pas à en parler, et surtout à dire que c'est beaucoup plus qu'un film, puisque c'est, comme je vous dis, c'est une alliance aujourd'hui. Et cette alliance, on l'ouvre et on la simplifie, c'est nous, c'est vous. Cette alliance, elle existe par nous tous aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun peut devenir un ambassadeur de ce document et engager d'autres personnes à travers ça. Ce n'est pas du tout futile, c'est l'effet boule de neige. Chacun doit faire sa petite part de colibri. Ça, on y croit beaucoup.
Et c'est comme ça que... Sinon, je ne serais pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'y crois, en tout cas. Oui, me revoilà. Je pense que notre système est pervers parce que, par exemple, le soja, nous sommes peut-être assez nombreux ici à faire attention à ne pas manger trop de viande et à compenser la viande avec le soja. Et nous soutenons manger sainement, ne manger pas la viande parce que c'est rien, etc. En toute bonne foi, on est dans le système et on soutient ce système sans même se dire en même temps ce que j'ai appris, mais peut-être que vous saurez nous informer davantage, qu'après la guerre, je crois, le libéralisme s'est divisé en deux. Ceux qui produisent le soja et d'autres qui... Le soja mais tu vas peut-être m'aider. Et une autre partie qui produit le maïs, mais les deux ONG, les Américains, le maïs, OGM, pardon. Et donc voilà, alors on mange les pop-corn, on mange la polenta, on mange tout ça, et ça fait partie de cette division néolibérale. Et puis j'étais très touchée, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, de voir que vous avez Sea Shepherd avec vous, qui est une formidable organisation aussi. Voilà. Je suis content de l'entendre ça de votre bouche aussi. Oui, ils sont formidables. Oui. Peut-être, je ne sais pas, un absent ou une absente que vous pourriez expliquer, c'est Bloom, l'association Bloom, qui est très proche de Sea Shepherd. Oui, je vois. L'Alliance est ouverte à tous. J'en suis un des humbles, comment on fait la liaison? Enfin, je ne sais plus. Un des humbles, je ne sais plus, écoutez. Je suis un des modestes ambassadeurs de cette alliance, libre à ceux qui la rejoignent de solliciter Bloom ou d'autres. Je n'ai pas eu l'occasion de... Je crois que j'ai rencontré Claire Nouvion une fois au sortir d'une émission de radio. J'ai essayé de la brancher à ça, mais bon, elle était tellement sollicitée qu'elle n'a pas prêté plus attention que ça. Et sur le moment, elle n'a pas compris que ça pouvait être intéressant. Mais j'invite tout le monde à connecter et à contacter ces gens au nom de cette alliance. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, encore une fois, que cette alliance, on l'ouvre aux citoyens aussi pour qu'ils s'en emparent. Parce que nous, on ne peut pas se démultiplier. Ça n'appartient pas à Planète Amazon. Planète Amazon donc, fait partie de cette alliance ouverte aux citoyens. Et les citoyens qui vont la rejoindre, justement, ça c'est important. Parce que si de plus en plus de gens parlent à Claire Nouvion de Bloom, de cette alliance, ça va peut-être finir par se dire, tiens, ça fait 2-3 fois qu'on me branche sur l'Alliance des gardiens de Mère Nature, je vais regarder ce que c'est. Puis après, elle va dire, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Finalement, c'est par le bouche à oreille, ce sont des gens comme nous. Et quand ils en entendent parler 2-3 fois, ils finissent par s'intéresser. Donc, c'est une bonne idée, mais elle n'est pas dans le film parce que je ne la connaissais pas et que je ne l'ai pas croisée, tout simplement. Hein, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Mais voilà, je pense que tout le monde aussi doit... Tout le monde en ce moment est en train d'essayer de réfléchir à la manière de créer des alliances. Celle-ci, c'est pas la mienne, j'en fais partie, c'est l'appel du chef Raoni, et je trouve qu'il y a une forte légitimité maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté de jouer le jeu. Mais si une autre initiative fonctionne, très bien. Hein. Moi, j'ai envie de défendre celle-ci parce que j'y suis associé par le cœur depuis pas mal de temps et pour les raisons que vous connaissez maintenant grâce à ce film. Mais voilà, vous pouvez choisir d'être un gardien. Je suis devenu un gardien de la Terre, et donc c'est possible. Je ne l'étais pas au début. Mais par exemple, quand on voit que Mme Pompili, je crois qu'elle s'appelle au gouvernement, Pompili, ouais, celle qui est écolo, là,
Il y a 4 ans, je l'ai vu, qui disait le fameux pesticide qui tue les abeilles, dont je ne pourrais pas vous dire parce que c'est trop compliqué. Ah, mais c'est incroyable, il faut absolument l'interdire pour nos enfants. Elle a fait un discours fabuleux. Voilà. Et puis, 4 ans plus tard, comme maintenant elle est ministre, et ben, elle a voté pour de nouveau remettre ce pesticide pour 3 ans, il paraîtrait-il. Alors, quand on voit ça, on se pose quand même des questions. Alors, oui, ben, et tout d'un coup, on a un petit grade quelconque et on s'assoit finalement sur ses convictions. Et en fait, on le fait en disant, mais c'est obligé, on doit soutenir la betterave, autrement ça va venir d'ailleurs. Sinon, si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. C'est le même discours que je disais tout à l'heure. Exactement. Si c'est pas EDF qui nous dit, si ce n'est pas nous, c'est les Chinois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Encore une fois, je redis, c'est aux citoyens de reprendre le pouvoir et d'arrêter de compter sur les politiques. Comment vous dire, je n'ai plus confiance aux politiques, et vous non plus. Enfin, vous voyez bien. Ils mentent à longueur de temps. Moi, je ne mange pas de sucre, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a du sucre partout. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vais vous donner un exemple. Il y a 4-5 mois, j'ai un téléphone qui a 5 ans. Et puis la puce était fichue, j'ai dû la changer. J'arrive à Orange, elle regarde mon téléphone, elle me dit « Oh mais madame, il est vieux ce téléphone. » Alors je lui réponds « Oui. » Vous entendez quoi par vieux? Il a plus d'1 année, oui, il a 5 ans. Ah mais il faut le changer madame. Et pourquoi je le changerais? Ah mais madame, il y a des technologies, etc. Je lui dis écoutez, moi il me va très bien. Tant qu'il ne tombe pas en panne, il fait ce que je lui demande, ça va bien aller. Elle m'a répondu, la jeune fille m'a répondu en me regardant droit dans les yeux, il faut bien qu'on gagne notre vie. Qu'est-ce que vous répondez? Mais écoutez, je vous réponds d'abord que moi je n'ai pas la science infuse, que je n'ai pas les réponses à toutes les questions non plus, et que c'est forcément que collectivement qu'on peut arriver à trouver quelque chose. Oui, bien sûr, mais je comprends. Mais la chose que je peux vous dire, c'est que quand on est plus nombreux, justement, et à représenter ce genre d'injustice et qu'on s'unit, on porte une voix beaucoup plus forte. Si on est isolé dans notre coin, en effet, face à des problèmes comme celui-ci, comment voulez-vous qu'on apporte une réponse? Bien sûr qu'on est accablé. Bien sûr qu'on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi tout seul? Et j'ai la même sensation que vous. Moi, par exemple, dans ma ville, à Courbevoie, ils font des choses aberrantes. Et je me dis que si je suis seul à aller pester contre ça, pareil, je n'ai aucune chance, vous voyez, à toute échelle, quoi. Mais par contre, encore une fois, si on s'unit et qu'on est de plus en plus nombreux à dire, il y en a marre, et à s'unir et à faire à créer une chaîne vertueuse sur le plus Alors évidemment, ne rentrons pas dans l'excès. Dès qu'on va faire quelque chose, on va nous jeter à la figure, oui, mais toi, tu me fais bien rigoler, mais tu continues quand même à acheter ceci, à acheter cela. Mais enfin, il faut bien commencer quelque part déjà. Et moi-même, je ne prétends pas être un écologique miraculeusement pur sur toute la ligne. C'est impossible. Je prends l'avion quand je vais rencontrer le chef Raoni ou des choses comme ça. Mais on peut me faire ce procès en disant tu nous fais la morale et tout. Non, je ne fais pas la morale là-dessus. Je dis que chacun peut améliorer. Et c'est pas du tout ou rien, c'est ridicule. Ça, c'est un discours complètement radicaliste qui est absurde. Mais on peut chacun faire à notre échelle, et petit à petit, c'est ça que je pense, petit à petit, on peut améliorer ça. Et moi, je peux vous dire que j'en éprouve un bonheur d'être de plus en plus déconnecté, en tout cas par mon alimentation, ce que j'ingère, je le choisis, je mange beaucoup mieux qu'avant, je mange des choses... je regarde beaucoup plus. J'embête aussi parfois mes autres. J'espère que Florent, je t'embête pas trop en ce moment. Mais parce que c'est important. C'est déjà un pouvoir que j'ai. Et je veux user de ce pouvoir-là. Et pour moi, il est aussi important aujourd'hui ce pouvoir que le pouvoir des urnes. C'est ma manière à moi de voter pour le vivant. De se dire que je vais faire attention à ce que j'achète et à beaucoup de choses, les déchets, etc. Enfin... Je ne dis pas que ça suffit, mais je dis que c'est déjà un chemin, le début d'un chemin. Et je dis que c'est important. Après, en effet, c'est extrêmement complexe. Et puis, c'est tous les côtés en même temps. Parce que plus on attend, plus ça va se complexifier.
Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je ne vais pas vous dire que la vague, la lame de fond, c'est-à-dire le tsunami, il ne va pas nous frapper. Je sais qu'il va nous frapper. Mais je me dis qu'on peut travailler pour compenser ce tsunami-là, pour qu'il soit peut-être moins violent qu'il ne le serait si on ne faisait rien du tout. Maintenant, bien sûr, à cause de ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, on aura un tsunami. Regardez des vieilles émissions, et j'ai rencontré la petite fille de Cousteau il n'y a pas longtemps, on a fait un événement ensemble, et je lui ai dit, ton grand-père m'a beaucoup marqué à l'époque où je me suis engagé, parce que je le revois encore à 7 sur 7, au moment du sommet de Rio, en disant, il nous reste 20 ans, pas plus. Et il nous disait, et je suis très très pessimiste, je ne serai plus là moi dans 20 ans, mais on ne prend pas le bon chemin. Il avait raison, et c'était pourtant Cousteau, il avait une voix qui portait énormément, il avait raison. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre à chaque fois pour dire ces gens-là ont raison, et regarder des films comme ça, on dit il a raison, chef Raoni, etc. Non, c'est pour ça que nous, on veut offrir ça. On essaye. Je ne vous dis pas que ça va marcher, je vous dis qu'il faut essayer. Et nous, notre projet de sanctuarisation des forêts, pour lequel on va faire travailler des spécialistes du monde entier, on va mélanger des indigènes et des non-indigènes, des économistes aussi, parce que l'économie, c'est... Si vous ne savez pas parler économie à ces gens-là, vous n'arrivez pas à leur parler. Mais on va donc inclure des économistes dans ce projet-là, qui vont leur dire, regardez, moi je vous fais un plan sur 5-10 ans, là vous allez dans le mur. Avec notre plan, là, regardez, on va un peu moins dans le mur, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous voyez ? Donc c'est un projet réaliste. Je ne vous dis pas qu'on va réussir, je vous dis qu'on va essayer. Et rien que ça vaut le coup de tenter. C'est vraiment fort d'être avec vous parce que je sens votre énergie, justement. Merci vraiment d'avoir aimé ce film, enfin d'avoir écouté ce film et de m'avoir écouté aussi. Je vous parle avec mon cœur, en tout cas. En mangeant bio, si ça améliore la situation, il y a bio et bio, vous savez. Hein. Il y a le bio Carrefour, il y a le bio... Oui, en améliorant en mangeant bio, normalement, on améliore la situation parce que déjà, dans son propre écosystème intérieur, on protège son écosystème déjà un peu plus. Et se faire du bien au corps, c'est déjà un préalable pour faire du bien à la terre-mère, je pense. Vous pouvez prendre le micro ? Oui, on peut manger du soja bio qui demande moins de produits, pas de produits chimiques. Il y a du soja qui est produit en Europe aussi. Maintenant, il y a même voilà. Vous voyez des barquettes de lait de soja où il y a marqué noir sur blanc, produit en Europe. Donc vous voyez, ils ont conscience des problèmes, ils savent. Ils savent d'où ça vient. Et tout est une question de mesure. Vous avez vu aussi l'histoire des carburants bio, les carburants végétaux. Vous avez vu ce que ça donne dans le film. C'est pas bon, oui. C'est important ce témoignage-là parce que ça aussi c'est une imposture, c'est une fausse solution. Oui, parce qu'après elle dit, et je trouve ça très fort, elle dit que ce carburant est fait avec le sang de mon peuple. Et c'est la vérité. Regardons toujours, soyons vigilants en fait. N'acceptons plus qu'on fasse n'importe quoi en notre nom. Moi je n'accepte pas. Je n'accepte pas parce que c'est les relents évidemment de la mondialisation, c'est les relents de la colonisation. Dans ce qu'elle avait de pire. Et aujourd'hui, elle a pris des formes, elle a muté, mais la mondialisation, c'est la colonisation. Et qui sont déjà les prochains colonisés ? C'est nous-mêmes. Nous sommes colonisés par les multinationales, qui nous font faire des choses que moralement nous rejetons, et finalement, nous le faisons quand même. Parce que, soi-disant, c'est pour notre bien. Et c'est faux, bien entendu. Et là, comme on voit, comme ils ridiculisent, les Raoni pas les ridiculisent, mais qu'ils les écoutent pas, qu'ils les trompent et tout. Donc c'est bien ce film parce que les gens, ils vont voir à quel point nos dirigeants sont faux. C'est par la démonstration que je le fais. En plus, on le voit. C'est intéressant de voir Hollande, même à plusieurs moments, quand François Hollande, mais ça pourrait être n'importe lequel. Bon, on voit Sarkozy qui dit, voilà... Nous sommes les derniers à pouvoir faire quelque chose.
Résultat, il n'a rien fait. On voit Hollande qui dit je comprends, vous parlez d'écocide et tout, mais bon, c'est pas le moment. Ah, d'accord. C'est toujours très intéressant de voir ce genre de réponse. Donc ils savent, et nous savons qu'ils savent, et nous savons qu'ils ne font rien, puisque nous savons qu'ils ne peuvent rien faire. Et que la seule chose qui les intéresse, malheureusement, c'est d'être réélus et de bénéficier des privilèges. C'est un peu comme s'ils étaient sur le Titanic et ils se disaient, bon, on est en cabine de luxe pour les derniers jours, et puis c'est pas grave. On oublie que le bateau coule. C'est un peu ça, c'est assez formidable. Je me rappelle, on était, je vais vous partager quelque chose que je n'ai pas raconté encore jusqu'à présent. On s'est retrouvé avec Pierre Richard à l'Élysée quand François Hollande y habitait, alors qu'on ne devait pas du tout y aller. C'est une histoire assez rigolote. Je devais voir Pierre Richard pour parler de la préparation de ce film, justement. Et quand je suis arrivé, je vais dîner avec lui. Il m'a dit « Oh, dis donc, tu sais pas la meilleure j'ai été invité par Julie Gaillet. Et bon, j'ai refusé et tout, bien entendu, parce que je dînais avec toi. Mais à un moment, elle m'a dit est-ce que tu veux me rejoindre? Tu veux dîner au Palais? Et moi, il m'a dit, je pensais qu'elle parlait d'un restaurant. Donc après, j'ai réalisé que c'était au Palais de l'Élysée. Et puis après, il me dit, quand même, je me suis dit, tu viens et tout, on pourrait peut-être aller, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, aller essayer de lui parler de la COP21 et tout qu'approche. Je dis, oh, ça c'est drôle, ça. Oh, bah oui, tiens, tentons le coup. Et on aurait dit deux copains qui essayent de faire un petit, je sais pas, un petit exploit comme ça. Et on s'est dit, bon, allez, on y va. Alors moi, j'avais mon t-shirt SOS Amazonie. Je n'étais pas du tout préparé pour aller à l'Élysée. Et finalement, il envoie un SMS en disant, mon ami vient d'arriver, il est d'accord pour rejoindre. Et donc, on est monté sur sa moto, on s'est retrouvé donc quelques temps après à parler avec François Hollande. Et alors il nous parlait, c'était surréaliste, il était en train de nous raconter que probablement l'ambassade des États-Unis espionnait l'Élysée et qu'il venait de faire installer des murs, je ne sais pas quoi, anti-ondes. Bon, c'était vraiment étrange. Et à un moment, donc, on lui a parlé du chef Raoni, etc. Et il ne m'avait pas reconnu, parce que j'avais déjà rencontré avec le chef Raoni. Ah oui, le chef là, que j'ai rencontré avec... Je dis oui, c'était avec moi. Et là, boum. Et je lui dis, écoutez, monsieur le président, en fait, on est venu vous voir parce que vous allez faire la COP21. Le chef Raoni est en train de créer une alliance et on voudrait que vous nous aidiez à faire porter sa voix devant les chefs d'État. Et là, je peux vous garantir qu'il nous a dit, je vais le faire. Évidemment, il ne l'a pas fait. Mais ils sont comme ça tous. Donc, il nous a accordé l'aumône, c'est-à-dire qu'il a fait une petite cérémonie, on a fait 2-3 photos et puis ça s'arrête là. Enfin, le président Macron a reçu 2 fois le chef Raoni l'année dernière. Il a envoyé 1 million d'euros, on ne sait pas où est passé le 1 million d'euros pour l'instant. Il n'est pas chez les Kayapo en tout cas. Il est dans une organisation américaine apparemment. Il est bloqué là-bas un peu. Donc là maintenant les Kayapo, je crois qu'ils doivent montrer patte blanche pour essayer de récupérer cet argent pour faire... Enfin, c'est n'importe quoi. Tant que ça fonctionnera comme ça, on n'y arrivera pas. Moi, je dis prise directe avec les citoyens, faisons des projets ensemble, passons aux choses sérieuses. Donc, jusqu'ici, nous, on a réussi à faire ce qu'on a fait. Bon, on a fait un film et tout, c'est pas encore grand-chose. On a fait déjà des actions, on a organisé cette assemblée avec le chef Raoni. On va passer aux choses sérieuses. Et avec nos projets, on va aller planter des arbres chez les chefs qui nous disent qu'ils peuvent replanter massivement sur leur territoire. Et on va inspirer comme ça. Et c'est comme ça qu'on va faire. Parce que sinon... ça sert à rien. Et j'espère que vous suivrez les aventures de l'Alliance. Hein. Je vous rappelle, le site, c'est planetamazon.org. Et donc l'Alliance s'appelle l'Alliance des gardiens de Mère Nature. J'ai 2-3 brochures ici, en anglais par contre. Si quelques-uns en veulent, je pourrais vous les donner. C'est collector. Ça me parle. C'est en Suisse, non? Oui. Oui. Ils projettent des films aussi? Super. Ça m'intéresse beaucoup. Vous avez le contact ou simplement... D'accord.
je noterai ça juste après. Je vais noter pour m'en rappeler. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est un forum où ils reçoivent à chaque fois beaucoup de peuples indigènes, beaucoup de représentants indigènes. Oui, oui, absolument. Non, ça m'intéresse beaucoup. Oui, et une des choses qu'on veut faire aussi, c'est on veut créer un collectif d'avocats internationaux sur cette question. Enfin, internationaux, ça ne veut pas dire grand-chose, je veux dire, dans le monde entier. Parce que nos défenseurs sont en danger, ils sont attaqués. Et moi-même, je suis attaqué, je suis poursuivi en justice là actuellement par un groupe pas très sympa. C'est compliqué parce que je suis bénévole. Donc si je dois passer la moitié de mon temps à préparer ma défense, ça devient compliqué. Donc, en France, oui. Par des gens dont on a dénoncé on va dire les pratiques, oui. On a dénoncé des gens il y a beaucoup de gens qui s'approchent du chef Raoni qui ne sont pas très catholiques, on va dire. Mais enfin, de toute personnalité d'ailleurs écologique. Hein. C'est sûr que on a parlé de l'imposture de l'économie verte. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce business-là. C'est un business très très juteux. Mafia du carbone. Donc il y a plein de gens qui travaillent en Guyane française, qui se déguisent en bienfaiteurs. Mais donc nous on a exposé certaines choses. Et puis voilà. Mais ça c'est un grand classique. Hein. Attaquer, ça s'appelle maintenant, on appelle ça les procès Bayon. Donc ça ressemble un peu au Covid, mais c'est permanent, c'est-à-dire on ne peut plus prendre la parole parce que même des fondations comme la fondation Daniel Mitterrand, à un moment, ils étaient complètement étouffés sous les attaques judiciaires. Ils ne sont pas parés pour faire face à ça. Donc nous, on veut créer un collectif d'avocats pour protéger nos amis indigènes qui prennent des risques énormes aussi quand ils viennent ici. Plusieurs fois, quand j'ai organisé le premier voyage du cacique Raoni organisé par Planète Amazon, son neveu était interdit de sortie. Et il m'a dit, si je sors du Brésil, je vais avoir des gros problèmes, quoi. Je vais être traîné en justice et tout. Je lui dis non. Je dis, je m'engage à mettre ça dans le jeu du dialogue avec l'Élysée. Et une des premières choses que j'ai demandé, en effet, et même en face du président, etc., je dis, il faut s'occuper du neveu du cacique Raoni, parce qu'au retour au Brésil, et heureusement, il n'a pas été poursuivi. Mais c'est une réalité, on a besoin de protection. Bon, là, c'est diffamation. Diffamation. On a eu plusieurs procès en 2018-2019, encore une fois, de gens qui tournaient autour du chef Raoni, dont on dérangeait. En fait, il se trouve que ça rentre en conflit avec le plan de certaines grosses ONG, justement. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un décalage. Il y a les activistes et il y a les ONG qui deviennent des espèces de succursales des États. Et donc, on dérangeait, sans le savoir, des plans très importants pour installer justement des projets carbone dans ces régions-là. Et alors, ils sont venus une première fois avec le nom officiel des projets carbone, ça a été rejeté. Donc, ils ont travaillé pour maquiller ça sous d'autres formes. Donc, ils changent le nom, c'est un peu comme l'huile de palme. L'huile de palme, vous voyez, comme je dis, sur l'étiquette, et après, ça se transformait en huile végétale, etc. Ben, c'est pareil, projet carbone. Ils changent les noms, ils changent les trucs, et puis après, du coup, les leaders indigènes, ils ne savent plus que c'est des projets carbone. Donc c'est à peu près ça. Donc, mais il y a plein de choses à faire. Vous savez, les journalistes ne font pas beaucoup leur boulot. Donc nous, on prend beaucoup de risques, quoi. Même sur ce film, je prends des risques. J'expose des situations, mais il faut bien le faire, non?
Après, j'espère que les gens comprendront les risques qu'on prend. Et oui, en fait, là, pour l'instant, par exemple, on a une histoire absurde qui nous arrive actuellement. Ça va vous faire rigoler, je pense. On est attaqué par le groupe Canal+. Et alors, au début, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, non, qu'est-ce qui se passe? On sort ce film. Il y a marqué Planète Amazon présente, là-haut. Donc on s'est dit, il y a quand même le film et tout. Puis on a notre logo. On va déposer le nom Planète Amazon. Bon, c'est légitime, on est Planète Amazon depuis longtemps. Et on reçoit une lettre de Canal+. Non, vous n'avez pas le droit de déposer la marque Planète Amazon. Donc j'ai cru à une blague, puis j'ai lu le courrier, je dis mais c'est quoi ça? Et en fait, donc Canal+ nous dit, nous avons déposé le mot planète en français et en anglais nous appartient. Donc vous ne pouvez pas, mais non, c'est Planète Amazon. Ah oui, mais non, il y a confusion avec notre marque. Ah bon? Parce qu'ils ont une chaîne, en effet, documentaire qui s'appelle Planète. Mais je ne sais pas si les gens sont là. Est-ce que vous avez, à un moment, une confusion dans votre esprit de Planète Amazon avec la chaîne Planète? Est-ce que vous vous êtes dit, ah oui, c'est peut-être un film de la chaîne Planète? C'est une question que je pose ici, s'il y a des gens qui connaissent la chaîne Planète. Vous vous êtes posé cette question? Bon, déjà, vous voyez, pour une chaîne qui est censée avoir beaucoup de notoriété, on se demande si notre association n'est pas plus connue que la chaîne Planète. Enfin, toujours est-il qu'on est attaqué en justice et qu'on s'est penché là-dessus, c'est très sérieux. Et ils veulent nous faire renoncer à notre nom. Enfin, en tout cas, on ne va pas le faire. On va se battre. Mais du coup, là, on a 3 juristes qui bossent gratuitement pour nous et qui ont trouvé ça. Voilà, ça fait partie, c'est un des combats. Et alors, c'est drôle parce que quand même, attaquer une association comme la nôtre qui fait un film pour dénoncer les multinationales qui s'accaparent le vivant et être attaqué par un grand groupe qui veut s'accaparer le mot planète, je trouve que c'est un peu fort de café, quoi. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Donc les combats, c'est sur tous les fronts, quoi. Voilà, encore une question, oui. Alors peut-être la dernière question. J'aimerais juste rajouter, vous avez parlé de l'huile de palme, mais il y a aussi une autre huile qui est très très favorisée par le milieu végétarien, etc. C'est le beurre de coco, l'huile de coco. Et voilà, et c'est pas mieux. Voilà, je voulais juste attirer l'attention à ça. Bah oui, tout est question de mesure et de toute façon... On a voulu nous faire croire à un moment qu'on pouvait consumer comme ça, de façon illimitée. Bah, je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Et maintenant, il est temps d'arrêter ça, quoi. Ça ne fait pas si longtemps que ça, finalement. On a connu, moi je suis plus jeune que vous, et j'ai connu déjà l'époque où on n'avait pas toute cette abondance, cette profusion de légumes qui viennent de je ne sais pas où, ou de fruits. Et on vivait très bien, il me semble. Enfin, voilà, on n'était pas moribond. Donc je pense qu'il faut revenir un peu de mesure. Merci infiniment en tout cas de ce long échange et bel échange. Merci beaucoup. Donc le film va sortir en janvier. Vous le retrouverez dans notre programmation. N'hésitez pas à en parler quand il sera à l'affiche à nouveau dans notre salle. Puis je tiens à faire un remerciement quand même tout particulier à Florent qui se trouve juste devant là, parce que c'est grâce à lui qu'a été initiée cette petite tournée en Haute-Savoie. Donc merci beaucoup Florent. Merci Florent. Merci. Ah ouais, mérite des applaudissements aussi. J'espère vous retrouver bientôt sous une forme ou sous une autre. Dans l'Alliance, vous êtes les bienvenus.